Journée spéciale, épisode spécial. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux starters. Petit disclaimer exceptionnel, entre le moment où on a enregistré l'émission et le moment où les starters sont sortis, il y a eu quelques modifications, ce qui fait que dans ce que vous allez entendre, on va faire référence à des cartes qui ne sont pas exactement celles qui sont dans les PDF. Je laisse la parole à Srogad pour vous en dire plus. En effet, il y a différents points à noter. Concernant Lockmar, sur le starter qu'on connaissait initialement, il fallait défausser une carte de type de trait Première Légion. Puis dans nos tests, il n'y avait même plus cette notion de trait. Et enfin, maintenant, sur cette version des starters, il faut spécifiquement un trait Lilith, donc qui remplace Première Légion. Un autre point important, certaines cartes ont changé de nom et on n'en a pas fait allusion, comme par exemple la Diade d'énergie, qui devient maintenant Bloc d'énergie. Et troisième point, nous n'avons pas non plus parlé de la carte sonner la retraite dans l'épisode, car nous ne le savions pas à l'époque que cette carte allait être totalement supprimée. Bienvenue sur les éclaireurs de Drakérion. Je suis Madus. Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 6. Eh les gars, c'est Chris, m'oubliez pas? Ah oui, c'est vrai, on sera trois aujourd'hui. Ah bah bienvenue, mets-toi à l'aise. Ah bah merci, c'est pas dommage. Ouais, bah il s'est midi à l'aise quand même, hein. Ouais, je dirais peut-être même un peu trop, tu vois. Épisode un peu spécial aujourd'hui, on va échanger nos points de vue sur les dernières versions des starters, qui seront a priori les versions définitives. Et on va le faire en présence de Chris. Alors, Chris, c'est un joueur que j'ai connu à Game of Thrones à Lyon. C'est même lui qui m'a initié au jeu. C'est vrai, Et tout à fait. voilà. Et petite anecdote, je ne me souviens pas l'avoir battu une seule fois à ce jeu d'ailleurs. Donc on s'est connus là, on a joué ensemble, etc. On s'est perdu de vue à suite pour des raisons différentes, variées. Et je l'ai retrouvé à Seven Fallen, donc j'étais très content de voir une tête connue parmi les autres, hein, c'était pas la seule. Chris à Seven Fallen, c'était un des meilleurs joueurs du field, quoi, hein. Je dis ça, c'est aussi en fonction du stade du tournoi, c'est assez objectif finalement. Et Chris, il a également participé au Discord de Seven Fallen. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, il sortait des espèces de, pas des devinettes, je sais pas comment tu dirais ça, Chris, Des énigmes. enfin, Des énigmes et des jeux de réflexion, on va dire. bon, un truc de malade, quoi. On n'est pas sur trouver le mat en 2 coups avec des trucs tout pourris, hein. C'était un truc relativement complexe. Donc, quelqu'un qui aime bien se creuser les méninges, voilà. Et Chris, maintenant, bah, il fait évidemment partie de l'aventure. Enfin, il va faire, je pense, partie, le jeu n'est pas encore sorti, mais il va faire partie de l'aventure Drakérion. Est-ce que tu veux compléter cette petite présentation ou pas? Oui, bah juste dire que j'étais salarié de Seven Fallen. Je bossais, j'étais salarié, j'étais payé pour faire des énigmes et puis d'autres choses. Et en ce qui concerne Dracarion, je sais pas si je ferai partie de l'aventure, je suis pas sûr parce que j'ai déjà, du coup, suite à l'arrêt de Seven Fallen, j'ai repris une autre activité de game master et de création de jeux. Donc je sais pas si j'aurai le temps de participer à l'aventure Dracarion. Voilà, donc c'est pas forcément dans les plans, ce sera à voir en fonction de mes envies, en fonction de savoir si les gars ont besoin également. C'est pas dit non plus qu'ils aient besoin de moi. Voilà, donc je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais tu as quand même pour objectif de faire du compétitif ou... Oui, ah oui, complètement, oui, oui. Ça, oui, oui, j'ai pour objectif Oui, de faire parce du que l'aventure, compétitif. c'est. Oui, d'accord. Oui, oui, pardon, j'avais mal compris ta question du coup. Oui, effectivement, oui, oui, j'ai pour objectif de jouer à Dracarion, de faire du compétitif, d'avoir toutes les cartes, ça oui. Eh ben, merci Chris, du coup pour ce complément d'information. Pour que l'épisode reste fluide, on va expliquer rapidement pour chaque royaume la philosophie du starter et ce qui va changer. Pour cela, on a chacun sélectionné une des cartes modifiées qui nous a particulièrement marqué. Voilà, donc on va pas faire un inventaire complet de tous les changements, ce serait fastidieux, surtout sans support visuel. On va essayer, comme vient de dire Srogad, de se concentrer sur des aspects qui nous semblent représenter un petit peu l'ensemble des changements. Et bien du coup, on va pouvoir y aller. Chris, est-ce que tu veux commencer par un royaume en particulier? Oui, je veux bien commencer par le royaume de Lokmar. C'est celui qui me plaît le plus actuellement. Bon, bah, si j'avais parié, j'aurais gagné 10 dollars. Parce que j'étais sûr qu'on allait commencer par ça. Comment tu trouves le royaume de Lokmar actuellement? Qu'est-ce qui te plaît? Comment tu vois le style de jeu de Lokmar? Et comment tu l'abordes? Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est un style assez agressif en fait. Et surtout, on va pouvoir pinguer des dégâts, c'est-à-dire pouvoir mettre des dégâts à distance sans avoir à faire de combat. Ça, c'est vraiment le cœur de la faction en fait. Et par rapport aux quelques changements qui ont été faits, on voit qu'il y a pas mal d'effets justement d'infliger des dégâts à des persos sans faire de combat qui ont été rajoutés sur deux cartes notamment. Et du coup, tu as choisi t'as choisi une de ces cartes en particulier, je crois. Ouais, c'est ça. Alors c'est pas une carte
qui a gagné un effet de destruction. Je vais parler plutôt de la cinquième ombre, qui était 3-2-6, et maintenant elle est passée en 3-3-6. Donc elle a pris un petit up, elle a pris un de riposte. C'est plutôt bien pour la carte qui était légèrement en dessous, je trouvais. Et on note également qu'elle est passée de 2 de prestige à 3 de prestige. Et ça va être vrai. En fait, on note qu'il va y avoir une augmentation de la quantité de prestige que les cartes Lockmar vont fournir, en fait. Voilà. Donc, en fait, la force vraiment de Lockmar, ça va être de raser le board le plus vite possible, et quoi qu'il en coûte, au prestige qu'on va fournir à l'adversaire. J'ai l'impression que c'est vraiment la philosophie qui a été mise en œuvre ici. Du coup, ça pourrait exposer Lockmar, justement, peut-être un peu plus au prestige qu'avant, si jamais ils n'arrivent pas à raser le board, c'est ça? Ouais, c'est ça, complètement. Si la partie dure, en fait, si on arrive au tour 3, 4, 5, avec les valeurs de prestige que les cartes Lockmar fournissent, ouais, ça peut être compliqué, effectivement. Ouais, le Lockmar est un deck du coup plus aggro, et si on veut le vaincre, il y a plus de chances si on arrive à passer le contrôle dessus, quoi. Ça, Ouais. du Carthage ou Guilestel, faut essayer d'arriver à prendre la charge. Ouais, c'est ça. Puisque tu as parlé de la cinquième ombre, je vais peut-être juste préciser, sur maintenant tous les effets de défausse de Lockmar, il ne nécessite plus que ce soit une carte première légion, ce qui sur les starters ne change pas grand-chose à la vie, mais sur l'avenir du jeu et le build, évidemment, sera, je pense, de plus grande importance. Oui, tout à fait. Oui, oui. Là, c'était vraiment. Avant, c'était cantonné aux cartes première légion, et c'est vrai que ça a limité un petit peu le build par la suite. Là, au moins, ça fait des cartes qui sont beaucoup plus polyvalentes, et on peut défausser un petit peu n'importe quoi. Et en fait, on va pouvoir mettre. En fait, dans la création des cartes, en fait, ils ne sont pas limités aux cartes première légion. Et là, en fait, ils vont pouvoir mettre des effets de défausse sur n'importe quelle carte, en fait. Ils ne seront pas obligés d'indiquer que la carte est première légion. D'autant qu'on a eu quelques spoils où il n'y avait pas le trait première légion d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Sroga, toi, tu avais choisi une autre carte. Oui, je vais rebondir justement parce que j'ai choisi, moi, le Chasseur Infernal. Le Chasseur Infernal, qui est une des cartes de base de la mise en place de Lockmar, et justement, il a changé au niveau de ses caractéristiques. Avant, c'était une 4-3-6, maintenant, c'est une 3-3-6. Donc on se dit, bon, elle a perdu un point d'attaque, c'est dommage parce qu'il tapait très fort. Par contre, le plus important maintenant, c'est au niveau de ses capacités. Avant, le chasseur était infiltrateur et on ne pouvait pas lui mettre d'attachement, on ne pouvait pas lui mettre d'équipement particulier. Maintenant, il conserve infiltrateur. Par contre, on lui a retiré le pas d'attachement, ce qui fait on va pouvoir, avec ce qui va arriver derrière, lui mettre n'importe quel équipement et donc le booster pour le rendre encore plus fort. Et surtout, il a gagné 2 nouvelles capacités. Donc, son attaque ne peut pas être redirigée, ce qui fait que il est obligé de passer, quoi. Quand il attaque, il est obligé de passer, et ça, c'est très fort pour un gros chasseur. Et l'effet de destruction qui va avec ce que tu disais tout à l'heure, du coup, quand il est détruit, lui, il va coller un dégât sur un personnage de la ligne de mêlée. Ce qui fait que c'est vraiment une créature très solide en frontal sur Lockmar qui va faire, je pense, beaucoup de dégâts. J'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'elle s'est pris un gros up en perdant juste un point d'attaque. Elle a pris beaucoup de capacité en plus. Bah, du coup, je vais pas être très original, puisque moi j'avais sélectionné la flèche traîtresse, mais vous avez déjà tout dit. Donc la flèche traîtresse, au niveau de stats, c'était une 2-2-3 et puis 0 en attaque à distance. Là, c'est passé une 2-1-3, mais avec le 1 d'attaque à distance qui est déjà là. Pour rappel, dans l'ancienne version, il fallait qu'on défausse une carte pour lui donner 1 d'attaque à distance jusqu'à la fin du tour. Donc là, elle l'a déjà, cette 1 d'attaque à distance. Bon, ça, à mon avis, c'était pas une condition très violente à remplir, en tout cas dans le starter actuel. Peut-être encore une fois, dans le build, ça aurait été compliqué, mais là, en tout cas, c'était assez facile. Le vrai changement, c'est l'effet de destruction. Là aussi, un ping, un personnage. Alors, toujours sur la ligne de mêlée, ça, c'est quand même intéressant. C'est pas un ping n'importe où, on va pas le faire en soutien, ça, je trouve ça plutôt bien vu. Il faudra quand même aller chercher les persos adverses en ligne de soutien, donc c'est quand même sympa, mais toujours du ping, quoi. Toujours un peu plus aggro, et je la trouve vraiment intéressante, plus intéressante maintenant qu'avant. Cet effet de destruction, je trouve qu'il est sympa parce que ça représente un peu le côté très bourrin de Lockmar. On attaque en frontal, en fait. En frontal, et on met les dégâts en frontal et tout, et ça permet d'essayer d'attaquer pour ensuite gratter et faire ramener les lignes arrière devant quand il n'y a plus rien en face, quoi. En fait, ce qui est vraiment fort avec les effets de destruction là, de la flèche traîtresse et du chasseur infernal, en fait, c'est que ça permet vraiment de moduler les dégâts un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que si j'ai un personnage adverse à qui il reste 4 points de vie, ben, je vais pouvoir lui mettre 3 dégâts avec n'importe qui, en fait, c'est pas grave s'il lui reste un point de vie. En fait, je vais pas être obligé d'envoyer une grosse attaque sur un perso avec qui il reste un point de vie, parce que je sais qu'avec n'importe quel effet de destruction, je vais pouvoir le finir facilement. En fait. Et je vais pas gaspiller en fait toute une attaque juste pour tuer un perso à qui il resterait un point de vie. Ouais, c'est super fort ça, carrément. Alors j'ajouterais, mais ça c'est un effet d'habitude, que les quelques parties que j'ai fait contre Lockmar, moi j'oublie souvent l'effet de destruction. Et donc c'est un coup à prendre, et ce que tu dis
est vrai en plus de gagner un tempo, parce que tout non seulement tu perds pas l'excédent d'attaque qui est utile vraiment, mais en plus, comme c'est un effet de destruction, bah, si c'est consécutif à l'attaque, t'as pas besoin de réengager une action pour ça, quoi. C'est automatique. Ouais, tout Donc à ça, je trouve fait. ça assez fort aussi pour le coup. Et un truc aussi qu'on peut rajouter qui est extrêmement fort aussi, c'est que si on attaque avec un chasseur infernal et qu'on va l'empaler sur une créature et qu'il meurt sur l'attaque, eh ben, on peut infliger 3 dégâts sur 1 et finir un perso adverse avec l'attaque, et également finir un autre perso avec l'effet de destruction. Et donc c'est l'un des rares effets en fait dans Dracarion qui permet de tuer 2 personnages avec une seule action. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué avant quand on jouait juste avec le fanatique convaincu. On s'en servait beaucoup dans cette optique-là. Et là, ça l'applique du coup à d'autres personnages de Lockmar. Et je trouve ça très intéressant. Tout cela est assez violent. Je pense que Lockmar, enfin moi, pour les quelques parties que j'ai faites avec, enfin surtout contre en fait, hein, je me suis bien fait rincer. Donc je pense que ça va être un candidat bien plus sérieux qu'avant, même si les changements de prime abord, on dirait ouais, ok, bon, pourquoi pas. C'est assez violent, je trouve, hein, à l'usage. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour pour Lockmar. Ouais. Madus, sur quel royaume tu as envie de passer? Bah, tu me demandes. Ah bah oui, c'est pour ça, je t'attends. Forcément, je vais aller sur Tiraslin. Hein, enfin, c'était Tiraslin ou Westland. J'ai lancé un dé, c'est Tiraslin. Voilà, alors pourquoi un jingle? Bah, parce que c'est moi qui fais le montage et j'aime bien Tiraslin. Donc Tiraslin, ce seront les seuls à avoir un jingle, c'est tout. Alors sur Tiraslin, bah, c'est un deck que je qualifierais plutôt mid-range, qui peut peut-être aller un petit peu en late game, en début, sans aller jusqu'à un deck contrôle, avec des effets qui sont très, très corrélés aux phases de combat, puisque qu'il s'agisse des réductions de dégâts, de l'augmentation de, je sais pas, de la riposte ou autre, on est toujours sur des capacités liées aux dégâts. Donc c'est pas du tout comme Lockmar qui peut faire du ping hors combat. Là, le deck a besoin des phases de combat pour s'exprimer, le bouclier, et cetera. Enfin voilà, donc c'est un deck paradoxalement qui est plutôt défensif. Enfin, moi je le considère comme plutôt défensif. On peut le jouer peut-être de manière un peu offensive, mais les possibilités me semblent plutôt limitées. D'ailleurs, jusqu'à présent, on avait des cartes qui plutôt avaient tendance à réduire les dégâts, ou à soigner. Et c'est peut-être, là, les petits ajustements qui ont été réalisés, modifient un petit peu ça. À mon avis, le plus emblématique, c'est la phalange qui est maintenant beaucoup plus tournée vers l'avant, qui donc incite à attaquer. Là où on vend, on aurait peut-être pu jouer la défense, encore qu'on n'avait jamais pu utiliser la capacité de la phalange, hein, puisqu'il fallait de la cavalerie en face. Donc là, c'est pas mal, c'est des petits ajouts plutôt sympathiques. Je dirais pas que ça change radicalement la philosophie du deck, mais il y a du bon et du moins bon. Voilà, bon, on va parler des modifications de cartes, rapport des éclaireurs notamment. Je dirais pas que c'est du up comme Lockmar. Pour moi, c'est plutôt de l'ajustement positif et négatif. Voilà. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi quand tu dis que justement la philosophie du deck a pas changé. Moi, auparavant, Tiraslin, je le jouais en préparant mes gros persos sur la ligne arrière, en mettant Godric ou Landragon derrière, les bourrés d'équipement, et ensuite en les ramenant sur la ligne de mêlée pour aller taper. Et pour moi, c'était cette façon-là que je jouais Tiraslin. Après, c'est vrai que sur le côté mid-range, tu peux essayer avec des petits mercenaires ou autres de poser plein de créatures, essayer de déborder l'adversaire, mais c'est assez compliqué parce que Tiraslin a aussi des personnages qui ont des coûts en prestige assez importants. Mais les petits ajustements qu'ils ont faits, qui ont l'air minimes, pour moi, sont quand même assez gros parce que ça change complètement ma façon de jouer le starter. Je peux plus me permettre d'y aller un peu à la one again. Là, maintenant, il va falloir faire un peu plus attention. Chris, est-ce que tu veux être juge de paix entre nos deux avis, comme ça après j'enchaîne sur la phalange? Ouais, moi je trouve que la philosophie qui a changé effectivement, c'est qu'ils ont plus valorisé le fait d'aller attaquer plutôt que le fait de défendre. Ici, on avait un deck qui était vraiment fait pour défendre, augmenter sa défense, augmenter sa riposte. Et là, on voit que la phalange, effectivement, a une capacité qui permet d'enlever de la riposte adverse, donc on a vraiment envie d'attaquer avec, même si c'était déjà le cas, vu qu'elle avait quand même 4 d'attaque, on avait quand même vraiment envie d'aller taper avec. Et on voit également que sur le porteur de dernier combat, il a perdu un point de vie, il a gagné un d'attaque, donc encore cette philosophie vraiment de valoriser le fait d'aller attaquer l'autre, plutôt que de rester passif en défense. Voilà. Ouais, justement, du coup, la phalange, Madus. Eh bien, allons-y. Sur la phalange, on avait une 4-1-5, c'est pas bougé, pour 3 gold, hein, ça a pas changé. Ce qui change, c'est vraiment sa capacité, puisque avant, elle avait une sorte de bouclier contre les cavaliers, elle prenait un dégât de moins contre la cavalerie. Alors que maintenant, c'est que tant que cette carte attaque, le défenseur perd un de riposte.
forcément, on est plus tenté d'aller vers l'avant pour utiliser cette capacité plutôt que d'attendre. J'ajoute qu'elle a 2 de prestige, elle rapporte 2 de prestige à celui qui s'en débarrasse au lieu de 1. Bon, ça illustre assez bien ce que finalement, enfin, je veux dire, quand on a une carte comme ça qui enlève du prestige, forcément, on a envie d'aller taper adverse. Donc là, clairement, celle-là, elle est plus tournée vers l'attaque. Je voudrais rajouter quelque chose justement par rapport à la phalange. Le fait d'avoir cette nouvelle capacité fait que la phalange, maintenant, est beaucoup plus difficile à tuer. Avant, c'était déjà un personnage qu'on n'aimait pas voir et qu'on avait envie d'éliminer. Quand elle tapait, elle se prenait 2 de riposte, voire 3, et du coup, après, avec une attaque, on pouvait l'achever. Maintenant, quand elle attaque, la phalange va prendre 1 au maximum 2 dégâts, ce qui fait qu'à la face de l'adversaire, c'est beaucoup plus dur d'aller la chercher. Je trouve que le simple fait d'avoir rajouté cette capacité la rend vraiment insane et très 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 désagréable à jouer. Surtout dans un tir à ligne où on aura la possibilité de le ramener en ligne arrière ou du coup de faire un petit changement surprise pour le faire apparaître au moment où on en a le moins envie. C'est marrant, moi j'aurais dit, j'aurais dit un peu le contraire. Non, mais je suis d'accord avec Strogat, effectivement. Ouais. Elle va se prendre moins de dégâts, du coup, vu que quand elle va attaquer, elle va se prendre moins de dégâts, vu que le défenseur aura moins de riposte. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont augmenté la valeur de prestige à 2. C'est pour justement valoriser le fait d'aller la chercher, quoi. Alors, je comprends ce que vous dites, mais je pense que quand on attaque, on va quand même se prendre à minima 1, voire 2 de riposte, et qu'après, aller taper 3 dégâts, bon, ça se fait quand même. Donc pour moi, elle attaquera une fois et elle se fera dégager après. D'autant plus que je trouve que celle-là, elle attire la foudre. Clairement, elle est là, tout le monde a envie de la bourrer avant qu'elle bourre. Donc là où je vous rejoins et que ça change un peu le jeu, c'est qu'en la mettant en jeu, on incite l'adversaire quand même à venir l'attaquer. Donc ça fait un peu une sorte d'hameçon, de bait, qu'on avait peut-être un peu moins avant. Mais pour autant, dans Tirasline, t'as du soin. Dans Tirasline, t'as de quoi un peu le défendre. Oui, t'as de quoi le défendre, mais je dis pas le contraire. Mais ça va tellement attirer la foudre que ça peut être intéressant parce que ça peut induire de nouvelles façons de jouer en disant j'ai pas envie, je préfère qu'il attaque ça plutôt qu'autre chose. Donc ça peut vraiment diriger l'adversaire. Donc ça, je trouve ça intéressant de la poser dans ce sens-là quand on veut protéger une autre carte finalement. On dit que celle-là, a priori, l'adversaire va quand même la cibler en priorité. Mais je suis pas sûr qu'il reste des masses sur le board quand même. Ce sera là justement tout le skill, c'est d'arriver à la jouer au bon moment pour pas qu'elle se fasse tuer, et d'arriver à la garder en vie pour qu'elle puisse attaquer 2 fois, attaquer le tour où tu la joues et attaquer le tour d'après. Il faut la rentabiliser, ça va devenir intéressant. Ah, mais s'il faut du skill pour jouer à ce jeu, on s'en sort pas, attendez. Pour un starter, c'est n'importe quoi, voyons. Pas déconner là. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis avec la phalange pour parler du rapport des éclaireurs. Auparavant, le rapport des éclaireurs avait 2 capacités. La première, c'était qu'au moment de son déploiement, on avait tout de suite la prochaine action, donc on pouvait attaquer tout de suite avec. Et le personnage qui était équipé ne pouvait pas avoir son attaque redirigée. Et surtout, le plus important, il pouvait taper les lignes de soutien adverses. Maintenant, le rapport était complètement refondu dans la philosophie de la phalange, c'est-à-dire que le personnage qui est équipé va pouvoir gagner moins 1 de riposte lance-combat. C'est-à-dire qu'il va subir moins 1 de riposte dans le combat. Je trouve ça très intéressant. Sachant que l'attaque du personnage, cette capacité ne bouge pas, ne peut pas être redirigée ou annulée. Si on met un rapport des éclaireurs sur une phalange, la phalange attaque et on utilise le rapport, ça veut dire que la phalange prend moins 2 de riposte. Ça permet de la maintenir encore, justement ce qu'on disait juste avant, ça permet de la maintenir encore en vie et de taper beaucoup plus fort, et ça pousse du coup à l'affrontement direct. Par contre, c'est vrai que maintenant, on ne peut plus aller taper des lignes arrière, mais bon, on peut pas tout avoir non plus, il faut essayer un peu d'équilibrer le jeu. Ouais, je veux juste rajouter que l'effet est très intéressant, mais tu vas quand même perdre une action pour pouvoir le jouer avant de pouvoir faire un combat. C'est pas, enfin, le fait qu'on n'ait plus la prochaine action, ça fait qu'on va devoir perdre un tempo pour la jouer, ce qui fait que c'est un petit malus quand même. Voilà. Un petit nerf, ouais. Moi, je trouve que c'est un gros nerf pour le coup. J'étais vraiment fan de l'ancien rapport. Là, celui-là, je suis mitigé parce qu'en fait, c'est comme la phalange. Une fois que tu l'as joué, le mec va a priori cibler celui qui a le rapport des éclaireurs pour l'empêcher peut-être, s'il le peut bien sûr, d'utiliser cette capacité en attaque. Donc là aussi, faut bien la jouer, quoi. Faut pas la jouer n'importe quand. Cette perte de tempo, elle me paraît hyper importante et elle va clairement induire des changements de comportement. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à la jouer et à la rentabiliser celle-là. Après, faut pas oublier que là, c'est des starters, on n'a pas encore toutes les cartes. Et, voilà, tout à fait. Et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de stratégie à l'avenir sur le déplacement des personnages d'une ligne à l'autre. Et je pense que le rapport des éclaireurs, tu vas vraiment le jouer sur un personnage que tu as mis en ligne de soutien auparavant. Et ensuite, tu vas faire déplacer ce personnage pour attaquer ensuite avec. Je pense que c'est plus comme ça que ça reprend cette philosophie-là, j'ai l'impression aussi, oui, tout à fait. Ça fait sens, tout à fait. Et toi, Chris, est-ce que du coup, tu voulais nous parler d'une carte en particulier qui t'a je vais vous marqué? parler rapidement du bandage temporaire.
Il a pas beaucoup changé, il est presque identique, donc il peut jouer en imprévisible, donc il peut jouer pendant un combat, et sa réaction lorsqu'il est attaché à un personnage, on soigne ce personnage de 1. Sauf que maintenant, pour pouvoir faire cet effet, il faut l'incliner. C'est-à-dire que on pourra faire son effet qu'une seule fois par tour. Et donc ça, je pense qu'ils ont mis ça en place pour éviter les bêtises où on pourrait, par exemple, imaginer une carte à l'avenir qui va déplacer un attachement, et donc on pourrait utiliser l'effet du bandage plusieurs fois dans le même tour. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas lorsqu'on attachait le bandage sur une phalange, par exemple, et qu'on utilisait la carte Solidarité des exilés pour remplacer la phalange par un autre personnage, et que du coup, quand on changeait de personnage, le bandage se rattachait sur le personnage, du coup, re-soigné de 1. C'était déjà extrêmement fort, et donc ils ont bien fait, à mon avis, de mettre cette condition d'inclinaison pour éviter de pouvoir utiliser le bandage plusieurs fois dans le même tour. J'aurais juste voulu prendre 30 secondes, si vous êtes OK, pour rapidement aborder le cas de protégé par les murs. Vous vous rappelez, c'est l'événement qui a ajouté 2 de riposte. Oui. Et qui là a finalement un effet plus souple, puisque en inclinant la bannière, on choisit un défenseur cercle extérieur qui gagne soit plus 1 de riposte, ou on choisit un attaquant, on lui fait perdre 2 d'attaque à distance lors de ce combat. Et comme vous le savez, moi je suis très très fan de ces cartes où on peut choisir un des 2 effets, parce que pour moi c'est la garantie que la carte sera jamais morte. Je trouve ça vraiment intéressant comme changement. Ouais, c'est intéressant, et puis c'est surtout plus équilibré, parce que c'est vrai que donner 2 de riposte en inclinant une cité, c'était extrêmement fort. C'est un petit peu l'équivalent de incliner votre cité et infliger 2 dégâts à un personnage adverse, c'était extrêmement fort. Et là, on a une carte qui est un peu plus équilibrée. Ce qui est important à noter, c'est que protégé par les murs, on incline la bannière. Donc maintenant, on peut faire à la fois l'effet de la cité de prévention d'un dégât et à la fois protégé par les murs. On n'incline pas la cité de par ce fait. On peut Oui, faire mais- un bon coup de surprise. Ouais, mais tu pouvais déjà le faire avant. Tu pouvais très bien défausser une carte tant que ta cité était Oui. redressée, et ensuite faire le protégé. Ouais, il fallait le faire dans le bon ordre, du coup. Oui, effectivement. Et donc, protégé par les murs, on voit que cette idée a été également reprise pour une autre faction qui est Westland. Donc, si vous êtes d'accord, je passe sur Westland. Allez. Ouais. Alors, Westland, il y a eu assez peu de changements. Par contre, le peu de changements qu'il y a eu, j'ai l'impression que ça a été uniquement des nerfs, hein, personnellement. Donc, vous me donnerez un petit peu votre avis. Westland, qui était ma faction de cœur, enfin qui est toujours ma faction de cœur, hein, mais peut-être que ça va changer. On verra pour le prochain tournoi. Qui sait. C'est un deck que je qualifierais plus de mid-range, encore une fois. Hein, ça fait quand même beaucoup de decks mid-range, mais qui a des persos assez solides, qui tapent assez vite, mais c'est pas de l'aggro, ça va pas trop vite, mais en même temps, ça permet de contrôler un petit peu et de voir où est-ce qu'on va répartir nos dégâts à distance. Donc sur Westland, moi j'ai choisi de vous parler justement d'une carte que j'aimais beaucoup, qui est donc la montagne ne flanche pas. Donc cette carte, elle permettait, c'était un événement qui permettait en phase de combat de taper sa bannière et un nain gagnait 2 de riposte. Donc c'était très fort, hein, parce que pour un engagement de bannière, ça collait 2 dégâts. Et maintenant, il faut incliner la bannière et également la cité pour avoir les 2 de riposte. Ce qui, moi, m'a fait un petit peu pleurer. Hein. J'ai versé ma larmichette quand j'ai vu ça, parce que j'aimais beaucoup cette carte. Et maintenant, elle coûte beaucoup plus cher. On doit incliner la bannière et la cité, mais en plus, on ne peut plus faire de petits effets combo surprise. Pour prendre l'exemple du protecteur sylvestre, avant, quand il était attaqué, on avait la possibilité, en tapant la cité pendant la phase d'attaque, de dire bon ben cet elfe devient un nain, et ensuite, en tapant la bannière, de dire en plus il a 2 de riposte, ce qui fait qu'on avait 4 de riposte avec un elfe comme ça s'il n'était pas engagé. Maintenant, c'est plus possible. On peut pas cumuler les deux. Donc comme il faut taper la bannière et la cité, on donne plus de riposte, et comme ça doit être forcément un nain, et ben ce sera forcément sur la ligne de front. Donc c'est plus, on va dire, c'est plus rationnel, c'est plus équilibré, et je pense qu'il le fallait. Mais c'est vrai que ça m'a fait mal à mon petit cœur quand même. On notera qu'on peut quand même donner le trait nain à un elfe, mais ça sera du coup en dehors de la phase de combat, et du coup tu vas perdre une action pour faire ça. Mais ça reste possible. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut l'anticiper. D'ailleurs, c'est amusant. Enfin, pour tenter de le faire quelques fois, ça. Vu les starters et qu'on connaît les événements, je donne le traînin à cet archer. Veux-tu l'attaquer? Bon, ça marche pas des masses jusqu'à présent. Encore, Après, tu peux bluffer. Ah, ça peut être un bluff, ça peut être un clairement bon bluff. être un bluff. Oui, bien sûr. C'est ça qui est rigolo. Intéressant. C'est ça qui est rigolo. Et pour les starters, c'est pour découvrir le jeu, encore une fois. Oui. Pour le coup, je pense que tu as tout dit. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je pense que c'était un changement qui est plutôt bien vu en termes d'équilibrage, quoi. Voilà. Oui, et puis ça reste dans la philosophie avec le protégé par les murs. Comme ça, les 2 cartes qui avaient à peu près le même effet, elles se retrouvent plus cohérentes. Oui, tout à fait. Bon, en plus, nous,
On voit bien que c'était l'exact ancien texte protégé par les murs, donc pour le coup, oui, la philosophie était la même, oui. Bah, puisqu'on en est dans les nerfs, écoute, Ah oui. Madus, est-ce que tu n'aurais pas envie de nous parler de Morwen? Ah oui, bah Morwen, bon, Morwen déjà, ils n'ont pas changé l'illustration, c'est bien, ça aurait été un gros nerf là. J'aurais pu jouer Westland s'ils avaient changé l'illustration, je tiens à le dire. Euh, Morwen, donc c'est la chef des elfes, hein. Pour rappel, c'était une 4-2-5 avec 3 d'attaque à distance. Alors ça a changé, parce que moi c'est une 4-1-5, toujours 3 attaques à distance, mais en fait elle perd 1 de riposte. Et donc clairement, elle, le mec qui arrive à aller la chercher, c'est presque gratuit, quoi. Parce que là, la riposte, ça devient vraiment pas grand-chose. Elle avait déjà été nerfée une première fois, là c'est un second nerf. Bon, c'est dommage pour qui la joue, après je crie pas au scandale non plus, quoi. Bah, c'est vrai que maintenant, la Morwen, je vais avoir plus tendance à essayer de la jouer à côté d'un intercepteur. Ce qui n'avant n'était pas du tout le cas. Je la laissais vraiment derrière et puis faire son travail. Maintenant, quand même, ça me dérangerait qu'elle meure pour rien. Je t'avoue que je mettais toujours un intercepteur à côté, donc ça ne change pas ma vie. D'accord. Ouais, c'est quand même un nerf On note qu'elle est restée à 2 de c'est quand prestige, même un d'ailleurs. nerf assez violent dans la mesure où en fait tous les persos, les petits, on pense aux petits persos qui sont 2-1-2 ou 2-2-2, ce genre de choses, ils vont pouvoir aller la taper facilement sans mourir parce qu'il n'y a plus qu'un riposte. Donc ça, c'est quand même un gros nerf, je trouve. Mais c'est pas Oui, choquant. ça tue plus les petits démons de Ouais, Lokmar c'est ça, tout à fait. Les petits démons de qui popaient Lokmar ou gratuitement. Tout à même fait. tous les persos en fait qui auront 2 points de vie en fait. Ils vont pouvoir aller taper Morwen gratuitement presque. Bah, faut pouvoir y aller. J'imagine que l'enjeu sera quand même d'arriver à la conserver derrière chaudement, peut-être plus que maintenant, Oui, quoi. oui, tout à fait. Comme tu le disais, Chris, est-ce qu'on n'aura pas d'autres cartes qui vont tourner autour de ça, ou ce sera une stratégie forte d'un deck elfe de se dire, c'est assez logique en même temps, les elfes, enfin 3 attaques à distance. Honnêtement, heureusement qu'elle a pas une grosse riposte, quoi, entre nous. Je veux dire, la fille, elle fait 3 dégâts gratuits par Oui, tour, hein. oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Enfin, Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pour notre première manœuvre, justement, de cet épisode, Chris. Du coup, moi, je vais vous parler de l'hôtel de la Clairière d'Aeriel. Donc, c'est une manœuvre qui est affiliée à Westland, donc on peut la jouer uniquement en deck Westland. Avant, c'était une 6-2 qui permettait de soigner de 3 un personnage lorsqu'on l'a déployé, donc lorsqu'on révélait cette manœuvre. Maintenant, c'est une 7-2, donc elle a gagné une pièce d'or. Et en contrepartie, on ne peut soigner plus que de 2 un personnage. Mais par contre, elle a gagné fortement en flexibilité, puisque le soin de 2, on n'est plus obligé de le faire lorsque la carte est déployée, on peut également le faire en tant qu'action. C'est indiqué déploiement et action, une fois par tour, soigner de 2 un personnage. Donc c'est-à-dire que le gros avantage, c'est que si jamais on est deuxième joueur, et que du coup le déploiement de notre manœuvre se fait après le déploiement de la manœuvre adverse, si on avait un personnage qu'on voulait soigner et qu'entre-temps notre adversaire avait joué une manœuvre pour tuer ce personnage, et bah du coup on l'avait un petit peu dans l'os, parce que du coup on pouvait plus soigner notre personnage qui était mort entre-temps. Là, l'avantage, si on est deuxième joueur et qu'effectivement on se fait contrer cette manœuvre par une manœuvre adverse, on aura quand même le soin de 2 pendant une action, pendant notre tour. Donc ça gagne fortement en flexibilité. Et à noter que c'est noté une fois par tour. Donc si on fait le soin pendant le déploiement, eh bien on ne pourra pas le faire en action. Et si on ne le fait pas en déploiement, on pourra le faire bien évidemment en action plus tard pendant le tour. Donc on a perdu en soin parce qu'on soigne plus que de 2, mais on a fortement gagné en flexibilité. Bon, bah, je pense que là, tu as absolument tout dit. Magnifique. Super. t'as tout dit. Peut-être une petite incise à destination des gens qui ont peut-être pas encore beaucoup joué à Dracarion. Je tenais à souligner, à mon sens, quelque chose d'assez intéressant, c'est toujours ces actions que j'appelle, alors c'est pas des actions gratuites, mais c'est des actions qui nous font consommer une action. C'est comme la cité, quoi. C'est quelque chose qui nous engage pas à faire, qui nous engage pas forcément à faire un gros move, mais des fois on a envie de temporiser, mais on n'a pas envie de passer parce que si l'autre passe, c'est la fin du tour. Et donc avoir une action comme ça, pour moi, c'est un moyen de temporiser, mais sans dire si tu passes aussi, c'est la fin du tour. Je pourrais rejouer après toi. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre d'option en jeu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Écoute, Madus, je pense qu'on a tout dit sur Westland. Je te propose de passer à Carthage. Mais c'était quoi ça? Ah bah, t'as tapé le mémo. Maintenant, on peut ajouter des jingles. Quel mémo et comment t'as fait? T'appelles ça un jingle? Un bruit de flotte sur des cailloux? Attends, c'est adapté à Carthage. On joue sur l'ambiance. Bon, Chris, toi qui es impartial, et qui saura, j'en suis sûr, rendre un avis neutre, indépendamment de nos années d'amitié, de soutien, de lutte commune à Westeros, tu trouves que ça ressemble à un jingle, ça? Ah ouais, moi je trouve que c'est assez adapté, ouais. Ah bah, tu vois qu'il est classe, mon jingle. Ouais, bon, j'en connais 2 qui vont se retrouver avec des voix de pingouins. Bon, allez, pour revenir au jeu, Carthage, ah là là, les morts vivants.
J'ai un les gros fameux. problème avec les morts-vivants. C'est très ambivalent, les morts-vivants. Je dois avouer que je suis pas un gros joueur de morts-vivants, mais pour avoir testé Carthage, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, donc c'est un plaisir coupable que j'ai eu. Bon, les morts-vivants, c'était un deck assez contrôle, où il fallait temporiser globalement jusqu'au tour 5 pour gagner la partie. C'est peut-être un peu schématique, mais Non, non, je crois que ça m'a l'air très bien. C'est C'est exactement ça. schématique, mais c'est assez vrai. Ouais. c'est assez vrai. Ok. On joue aussi avec la redondance du guerrier inlassable, bien sûr. Et là, on a quand même des changements. Alors, je crois qu'on gagne toujours au tour 5. Sauf que cette fois-ci, le guerrier inlassable, il est plus sur le board, puisqu'on a la bannière qui a changé. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seule bannière qui a changé. Oui. Alors en effet, la bannière, elle a complètement changé. C'est vrai qu'on est toujours sur un total en gold et en points de vie sur la table équivalent à l'ancienne bannière. Mais par contre, on a complètement changé les personnages. Maintenant, sur la nouvelle bannière, on perd le guerrier inlassable, on perd aussi le chevaucheur de Deathry est mort qu'on avait au départ. Et à la place, du coup, on récupère quand même le champion ressuscité, qui est un des gros steaks du starter avec Necros, je trouve, un des bons persos costauds, quoi. Le champion ressuscité, du coup, il a également, au passage, changé de capacité. C'est-à-dire que maintenant, il est infiltrateur, il n'est plus intercepteur. Donc ça montre encore la volonté de l'équipe à essayer de pousser les joueurs en attaque. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En faisant ça, on essaye de forcer Carthage à pas faire que du contrôle. Alors on se retrouve avec 3 personnages sur la table avec cette nouvelle bannière, contre 4 auparavant. Donc du coup, ça veut dire moins de contrôle, encore une fois. Et le guerrier squelette, on ne peut plus temporiser avec, et il va falloir faire un espèce de choix stratégique, que je trouve également intéressant avec cette nouvelle bannière. C'est-à-dire que quand on démarre la partie, en fonction de qui on affronte, on va devoir un peu réfléchir et choisir. Est-ce qu'on veut faire un deck et un combat là avec le guerrier inlassable? Donc on va essayer de l'avoir dans la main de départ, on va essayer de récupérer des Mira ou des recruteurs d'endormis pour aller chercher. Ou alors on change complètement la strat, on verra si on a des inlassables, on essaye de faire avec autre chose. Du coup, Chris, bah toi justement qui as plus d'expérience avec Carthage, qu'est-ce que toi tu en penses? Ouais, pour moi, c'est quand même un nerf, ce changement de bannière, parce qu'on a plus que 3 persos au lieu de 4, donc on est moins flexible aussi sur notre première attaque, et on perd surtout l'intercepteur. Maintenant que le champion ressuscité et infiltrateur est plus intercepteur, on n'a plus du tout d'intercepteur au début de la partie, et on perd ce fameux guerrier inlassable. Donc effectivement, ça va dépendre de notre main de départ. Donc je pense qu'on va moins jouer sur les guerriers inlassables, et il faudra peut-être voir les cartes qui vont sortir dans la première extension, voir s'il n'y a pas moyen d'aller les chercher un peu plus rapidement, ou s'il n'y a pas une autre bannière qui va sortir pour aller les chercher. On notera quand même qu'on a 2 infiltrateurs au setup, ce qui fait que je pense que, encore une fois, on va plus jouer sur le positionnement de nos personnages sur les 2 différentes lignes. Vraiment, je pense garder nos infiltrateurs sur la ligne avant pour éviter de se faire shooter nos persos en ligne arrière. On pense notamment à Mira qu'on pourrait jouer plus tard par la suite, ou d'autres persos qu'on a envie de garder en vie sur notre ligne de soutien. Et est-ce qu'on peut dire un mot sur le tyran que tu avais sélectionné comme carte? Donc il a toujours les mêmes stats, c'est toujours une 2-2-2 pour 1 d'or, il file 0 prestige toujours. Avant, il avait un effet, quand il était dans la défausse, on pouvait remettre 4 événements nécromanciens de notre défausse sous notre deck pour le récupérer dans notre main. Et c'était assez fort, ça nous faisait une carte qui pioche virtuellement assez facilement en milieu ou fin de partie. On allait facilement avoir 4 voire 8 événements dans notre défausse, et donc on pouvait le ramener une fois ou deux, ce qui était assez fort. Et maintenant, il n'a plus d'effet dans la défausse, il a un effet de destruction. Destruction, retire de la partie 5 événements nécromanciens, donc on est passé de 4 à 5, et en plus, il faut les retirer définitivement de la partie. On les remet pas sous le deck. Ils vont plus sous le Ouais, ils deck, vont plus quoi. sous le deck, tout à fait. Ce qui est quand même beaucoup plus contraignant. Et donc on récupère toujours cette carte dans notre main, mais là, il faut le faire vraiment au moment où il est détruit. Donc au moment où il est détruit, il faut qu'on ait déjà les 5 événements dans notre défausse. Donc c'est quand même un gros nerf, mais je pense que c'est plutôt mérité pour une carte de late game qui revenait facilement pour un gold, qui pouvait facilement infliger 2 dégâts, puis 2 dégâts pour un gold assez facilement. Oui, parce qu'il me semble que justement le tyran, avant, au tout début, dans les toutes premières versions, il n'avait même que un point de vie, et Oui, donc il est passé de tout cartes à fait, très peu jouées à cartes trop jouées. tout à fait. Nadius, toi, je crois que tu voulais nous parler d'un changement qui est très important là pour le coup, parce qu'on a complètement remplacé une carte dans le starter. Oui, d'ailleurs, c'est, je crois, la seule occurrence de ce type de changement, où là, on ne parle pas d'un changement de capacité, on parle d'un changement de carte, où avant on avait, alors si je dis pas de bêtises, rassembler les os
en événement. Oui. Et maintenant, on a relevez-vous en événement. Alors, rassembler les os, bon, peut-être juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer cartège. En action, on inclinait la bannière ou l'un des personnages nécromanciens et on mettait un perso squelette depuis la défausse dans la main. Donc ça, on oublie. À la place, on a un événement qui coûte 0, tout comme l'autre d'ailleurs. Mais c'est beaucoup plus simple. En action, je redresse un des personnages squelettes qui coûte 3 ou moins. Et bon, là, je sais même pas si ça vaut le coup de commenter cette carte. Ça me paraît très fort et suffisamment évident pour voir tout ce qu'on peut en faire, que ce soit en attaque, en défense sur une interception ou autre. Voilà, ce qu'on aura aujourd'hui ou ce qu'on aura demain, je veux dire, dans les cartes qui arriveront. C'est le genre d'événement assez versatile, qui est pas totalement gratuit. Il faut quand même le jouer au bon moment. C'est peut-être pas aussi facile que ce qu'on pourrait croire, parce que le but c'est évidemment d'en tirer pleinement profit, mais il y a des cartes qui m'ont l'air très très fortes et je pense qu'on n'aura pas de mal à la rentabiliser si on l'inclut dans un deck. Et ben justement, si je pense un petit peu au build plus tard avec juste ce qu'on a là, moi je mettrais bien les deux dans un deck parce que je trouve le relevez-vous très intéressant, mais il me semble que le rassembler les os permettait d'aller chercher un Necros. Ouais, effectivement. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Strogat. Le rassembler les eaux était pas mal parce que du coup, avec la cité, on pouvait facilement défausser beaucoup de cartes de notre deck. Et on aimait bien défausser les Necros parce qu'on n'avait pas envie de les piocher tout de suite. Et on pouvait facilement les récupérer avec, Tout à fait. avec rassembler les eaux. Je pense que les deux cartes trouveront leur place dans le build, En effectivement. plus, en termes de build, je trouve ça intéressant. On n'est pas obligé de mettre carte Necros. Si on a 4 rassemblés les os, on peut aussi essayer de trouver. Ça peut jouer dans notre 8, quoi. 4 et 4. On peut aussi gagner un peu en modularité, en mettant peut-être un peu moins. S'il y a une autre grosse carte, un autre gros finisher, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de dire 4 rassembler les os, ça permet de mettre 2 et 2, par exemple. Ça donne de la modularité, je trouve. Ouais, c'est ça. Après, rassembler les os, je pense pas que ce soit une carte que tu as envie de jouer en x4. Effectivement. C'est peut-être du build théorique. Sinon, on a la manœuvre Godric rencontre Mira, on met un seul Necros et puis on va le chercher, quoi. Mm. Comme ça, on est sûr de pouvoir récupérer. Tout à fait. On va maintenant parler de la dernière faction qui nous reste, à savoir Gilles Estelle. Donc c'est une faction de magiciens, clairement. Des magiciens qui vont invoquer des golems et des dragons pour combattre à leur côté. Et ils vont également lancer beaucoup de sorts. Que ce soit des sorts offensifs pour aller infliger des dégâts, ou des sorts défensifs, ou même des sorts pour essayer de contrôler un petit peu les attaques adverses. Donc là, ce qui a changé par rapport au starter initial, c'est toutes les nouvelles illustrations qu'on a. Très belles illustrations des différents artistes. On a les définitifs, Ouais, ça y est. tout à fait. Et je vais vous parler rapidement du bouclier de magie, qui a bien changé. Donc avant, il fallait incliner la cité pour gagner 2 de bouclier sur l'un de nos personnages. Et maintenant, plus besoin d'incliner la cité, on peut directement gagner un bouclier. Ou alors, on peut incliner notre bannière pour que notre attaquant gagne 2 de bouclier. Je trouve ça très intéressant, parce que du coup, si on veut maximiser l'effet de notre bouclier de magie, à savoir avoir 2 de prévention, il faut toujours incliner quelque chose, la bannière plutôt que la cité, mais c'est quand même moins contraignant d'incliner la bannière que d'incliner la cité. Et il faut attaquer. Et encore une fois, comme sur l'ensemble des cartes, je trouve, ils ont vraiment valorisé le fait d'aller attaquer l'adversaire, plutôt que de rester passivement en défense. Je trouve ça très intéressant. En fait, sur la plupart des cartes, ils ont augmenté la valeur d'attaque et diminué souvent les points de vie ou la riposte. Et ça, c'est vraiment dans le but de favoriser le joueur qui va aller attaquer l'autre et qui va pas rester à stoler et à rien faire sur son terrain. Il faudra Voilà. peut-être simplement savoir quand l'utiliser, parce que c'est vrai qu'avant, c'était un participant gagne 2 boucliers, alors que maintenant, c'est soit le défenseur gagne 1, soit l'attaquant gagne 2. Donc Oui. voilà, c'est un peu moins versatile aussi qu'avant. Tu dois être content, ça fait 2 effets du coup. Ça compte quand même que pour un ou Moi, on nerf Gélestel, je suis content, je m'arrête là. Alors, moi, c'est le gardien du vieil esprit. Je trouve qu'il est assez révélateur d'un changement que j'ai applaudi des 2 mains. J'avais beaucoup de mal avec Gilles en toute franchise. J'ai jamais joué le deck, ça m'attire pas, mais c'est un avis personnel, donc c'est pas très grave. Par contre, je trouvais que les cartes étaient un peu surstatées. Même si on n'est pas d'accord avec moi, j'ai des stats qui le prouvent, donc elles étaient surstatées, ça je peux vous le dire. En tout cas, quand on fait ma division par rapport au coût. Et pour des mages, je trouvais ça un peu étonnant que les mages soient aussi costauds. Mais bon, centrons-nous sur le jeu. Le gardien vieil esprit, il passe de 2-2-6 à 2-2-5. Et bien, ça, finalement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça le ramène un peu au niveau des autres. C'est un peu subjectif ce que je dis, mais c'est des petits nerfs qui me semblent quand même importants, parce que je trouvais qu'ils survolaient un petit peu quand même les autres. C'était un peu trop fort, voilà, à mon sens. je rajouterais qu'il a également pris un point de prestige. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas fait la liste, je l'ai pas dit, tu fais bien de le souligner.
Eh ben, pour rester dans ce que tu dis, moi j'ai choisi de parler de la Diade. Alors pourquoi? Parce que c'était quand même une de mes cartes préférées sur Guild et je pense que c'est le cas de plusieurs joueurs. C'est-à-dire que cette carte, elle était magnifique. Pour 4 d'or, on avait une 3-3-6 qui avait deux capacités possibles. Donc, selon ce qu'on révèle au-dessus de notre deck, ça colle 2 dégâts. Ou alors, ça permet de redresser un personnage qui ne s'appelle pas Diad. Donc, c'était absolument magique et fabuleux. On avait la possibilité de détaper le mage condamné, de détaper Gladys. Vous pouvez faire n'importe quoi et taper 2 fois avec. Je trouvais ça sublime. Et justement, j'avoue, même moi qui suis un grand fan des mages, je trouve que c'était trop fort. Donc la Diade a été complètement refondue. Donc maintenant, elle a également perdu un point de vie, ça devient une 3-3-5, mais sa capacité a complètement changé. Maintenant, comme action, on engage la Diade, on défausse la carte du dessus du deck, encore une fois. Si c'est un sort, on colle 2 dégâts sur la ligne de mêlée, donc ça bouge pas. Par contre, si c'est un personnage, c'est la Diade qui va gagner plus 1 d'attaque pour ce combat, et elle attaque un personnage sur la ligne de mêlée. Donc encore une fois, comme tu disais Chris, ça pousse à l'action, ça pousse à aller taper avec les mages, ce qui fait que avant, ils pouvaient jouer les mages, je voyais ça un petit peu sur du contrôle, comme un côté cartège avec plus de contrôle. Maintenant, sur ce starter, le côté contrôle, je le vois beaucoup moins. On est là plus pour taper, bourriner, essayer d'utiliser les sorts pour se protéger, mais on va taper le plus vite possible. Et je trouve que cette diade est beaucoup plus équilibrée comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle va gagner plus 1 d'attaque si on révèle un personnage, ce qui fait qu'elle va passer à 4 d'attaque. Et on nous a révélé également un nouveau sort qui permet de donner plus 2 d'attaque à un personnage golem. Ce qui fait que elle passerait à 6 d'attaque. Je trouve ça énorme en petite surprise. C'est-à-dire qu'on attaque avec la diade, on est sûr de la carte qu'on va piocher, donc elle a plus 1 d'attaque. On donne encore plus 2, elle arrive à 6. Et à 6, eh ben on va chercher du Lockmar, on va chercher la 5e ombre, on va chercher du gros démon, et ça fait un gros trou. Je trouve ça très intéressant. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que l'effet est plus intéressant, plus équilibré. Et comme tu dis, on valorise le fait d'aller attaquer. Ça lève peut-être le voile aussi sur quelque chose que je voyais pas trop apparaître dans l'ancien starter. C'est une possibilité de jouer un deck golem, comme tu viens très bien d'expliquer, Srogat, avec plutôt du boost. Tu m'aurais montré l'ancien starter, je le voyais pas, quoi. Alors que là, il y a 2 cartes qui vont dans le même sens. On peut imaginer qu'il y aura vraiment une faction spécifique golem avec ce type de mécanique. Ouais, complètement, ça peut pousser les gens à jouer un autre style de jeu, que sur les golems, mais après que sur des mages, à voir, ou que avec des dragons, hein. Chris, est-ce que tu aurais des petits trucs à nous rajouter avant, ou des petits points, ou des choses que tu voudrais nous parler spécifiquement? Ouais. Un ressenti général que j'ai vu en voyant toutes les modifications qu'ils avaient fait, c'est bon, c'est un peu de la redite, hein, mais qu'en fait ils ont vraiment diminué de manière générale la riposte et ils ont augmenté les valeurs d'attaque de manière générale pour vraiment valoriser le fait d'aller attaquer l'autre et de pas rester en défense à rien faire. Et on notera également qu'il y a une légère augmentation également de la quantité de prestige de manière générale. Et ça, Tout à pareil, fait. c'est pour Oui. Oui. vraiment valoriser le fait d'aller chercher les personnages adverses, d'aller tuer les personnages adverses, et pas de rester en défense à rien faire. Et c'est pour aussi diminuer le temps des parties, parce que du coup, on va filer plus de prestige, donc on va arriver plus facilement à la 2e condition de victoire, et on a envie d'aller attaquer, on a envie de prendre plus de risques pour aller attaquer, et donc ça, forcément, ça va réduire le temps des parties. On avait eu quelques réactions sur Discord de différents joueurs qui disaient qu'ils avaient jamais gagné au prestige. Alors, il y Mm. avait eu la réponse des créateurs du jeu qui avaient dit bon, c'est des starters, vous verrez plus tard, il y aura d'autres conditions, vous gagnerez plus facilement au prestige. Mais là, c'est vrai qu'on peut quand même plus facilement, je pense, envisager ce type de victoire. Ouais, tout à fait. Je vous propose maintenant de passer au jeu de la carte, et donc l'image qui est en présentation de cet épisode. Aujourd'hui, la carte présentée s'appelle Enora. Elle a été illustrée par Talissa. Et pour une fois, on va en profiter, on a des infos en plus. On a ses traits. Alors, on a 3 traits sur ce personnage. C'est un acolyte, hippogriffe et ordre vindicar. Donc, je vais laisser l'honneur à Chris de commencer vu que c'est notre invité. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses de cette image et de cette carte? Moi j'aime beaucoup l'illustration, je la trouve très chouette, il y a des jeux de lumière très intéressants. Et après au niveau des stats, du coup on sait on sait si c'est un personnage unique ou pas? On a eu cette info-là ou pas? Ah non, on l'a pas, mais je pense que ça doit être un unique avec un nom comme ça. Elle est un peu classe et tout. Ouais, Enfin, elle a un nom, j'espère quand même. ça ressemble à un nom propre quand même, Enora. Ouais. Ok, alors si c'est un personnage unique, je verrais bien un coup de 4
Et je verrais bien une 4-3-6, quelque chose comme ça, qui ressemble un peu, ouais, un peu les mêmes stats que Goladre, si je dis pas de bêtises, ouais. Une 4-3-6 pour 4. Et après, au niveau de ses effets, je sais pas trop. Elle a les yeux bandés, alors je sais pas si elle est aveugle ou pas. Donc je sais pas, je verrais peut-être un effet plus de soutien, genre un déplacement de ligne ou du soin ou du bouclier peut-être. Ouais, peut-être du bouclier, un truc comme ça. Pourquoi pas? Madus, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je vais prendre beaucoup de temps et je crois qu'il faudra me couper, puisque il ne vous a pas échappé que c'est l'image que j'utilise comme avatar sur Discord. Bon, si vous écoutez cet épisode dans 2 ans, c'est peut-être plus le cas, hein, mais bon, là maintenant c'est le cas. Je suis vraiment très très fan du dessin, le jeu de lumière effectivement, les cheveux. Est-ce que vous avez vu ses cheveux? Ah Je bah, pense que tout le monde c'est sait que je suis un fétichiste des cheveux, mais bon, je trouve que c'est magnifique. Et vraiment, il y a, enfin voilà, sur la compo, sur la mise en scène aussi, quand même, on dirait qu'elle est dans une église, cathédrale, je sais pas, quelque chose comme ça. Ce qui d'ailleurs corrobore un peu l'idée de l'ordre dont tu as parlé. Horde Vindicar, bon, alors Vindicar, je laisse de côté, mais l'ordre, ça me fait penser à un truc un peu religieux, donc le rattacher à une église ou à un temple, ça me semble plutôt cohérent. Et on voit voilà, qu'elle a quand même une épée. Alors, on la voit pas très bien, l'épée, hein, elle est en bas, mais elle a à la fois. On dirait qu'elle a des bandages, tu sais, les bandages un peu pourris de Tiraslin, là, mais qu'elle a quand même son épée pour taper. Donc, pour aller directement à l'effet de la carte, je dois avouer que j'étais un petit peu entre. J'hésitais entre 2 hypothèses. Entre l'hypothèse plutôt une soigneuse, bon, ce qui évidemment n'utiliserait absolument pas l'ordre d'hippogriffe, hein, mais peut-être une soigneuse du fait de la présence de ces bandages et de un côté un peu blanc immaculé, oui, comme une prêtresse ou un truc comme ça. Et l'autre idée que j'avais, c'était utiliser justement l'ordre Vindicar. Alors Vindicar, je suis allé vérifier sur Internet, Wikipédia, et Vindicar, c'est pas que Warhammer, c'est plein de trucs. Donc on nous dit revendiquer, réclamer en justice, mais défendre aussi, ou se venger. Donc je m'étais dit, est-ce que ce serait pas une nana qui vient défendre, qui donnerait un buff de défense à quelqu'un qui est sur la ligne, par exemple. Donc soit ça, soit une nana qui gagnerait genre une attaque ou des points d'attaque si jamais il y avait eu un mort chez nous, quoi. Donc c'est l'idée de la vengeance, ça, plutôt. Donc voilà, j'hésite entre les deux, je suis désolé, je vais pas être beaucoup plus précis que ça, je reste un petit peu comme ça en suspens là-dessus. Et en termes de stats, bon, j'ai pas trop d'idées, mais je l'aurais plutôt vu un peu moins cher que toi, Chris. Peut-être plutôt un coup à 3, avec des stats un peu faibles, qui tournerait autour de 2-3, et justement, si elle gagne le boost, si quelqu'un s'est fait buter chez nous, bah à ce moment-là, elle deviendrait un peu plus balèze, quoi. Voilà. C'est plutôt l'idée que j'avais. Et je vais pas me risquer à lancer des stats. Ben, moi, c'est. Ben, t'as dit beaucoup de choses là, oui, et c'est vrai que je partais vraiment dans le même sens que toi. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce personnage, déjà l'illustration hein, d'Alissa, donc les cheveux, tout ça, toujours pareil. Mais moi, je me suis dit, quand je l'ai vu, une fois, on a un perso de Tiraslin qui a une armure assez légère, c'est pas un gros bourrin avec une épée ou quoi. Et justement, ce petit jeu de lumière, comme tu dis, c'est que il y a un personnage, on dirait qu'il est enveloppé par la lumière. T'as un aspect un peu. Le haut de l'image est enveloppé par la lumière, le côté public du personnage. Et en bas, on voit rien. L'épée, on la voit très très peu. Donc, il y a une dualité avec le côté sombre qu'il y a en bas de l'image. Et l'épée, elle est quasiment dissimulée dans les ombres. Donc, pour moi, je voyais un personnage un peu plus de type assassin. Et en me basant justement sur les traits, l'acolyte, pour moi, ça veut dire qu'elle est au service de quelqu'un, donc d'une cause plus grande, d'une église, etc., d'un ordre. D'où l'ordre Vindicar aussi, qui, moi, j'ai tout de suite pensé à Warhammer, hein, Warhammer 40K, les assassins Vindicar. Et concernant les hippogriffes, donc il me semble qu'on avait eu quelques spoils là-dessus, que c'était une nouvelle faction qui était spécialisée sur le changement de ligne, sur des déplacements. Et donc, moi, je voyais un personnage assassin capable d'aller sur la ligne avant pour taper, ou sur la ligne arrière pour essayer de se cacher. Et donc, on est quand même sur un perso nommé, donc je dirais un perso qui peut s'adapter au combat, parce qu'en plus, toi, Madus, t'aimes bien ça, quand un personnage peut faire plusieurs choses. C'est exact. Donc, je la voyais, soit elle. Tu en capacité pour moi, par exemple, tu l'engages, si elle se trouve en ligne de mêlée, elle peut soigner un personnage hippogriffe de 1 point de vie. Sinon, ça veut dire que si elle n'est pas en ligne de mêlée, qu'elle est en ligne arrière, elle inflige 2 dégâts à un personnage adverse qui est en ligne de mêlée. Et une fois qu'on a fait un de ces effets, on la change de ligne. Donc en fonction, à chaque fois, elle va être obligée de changer de ligne pour se mettre à couvert ou à découvert, et elle va avoir un effet différent. Après, au niveau des stats, pareil, je la voyais avec 3 d'or, mais avec très très peu de stats, parce que c'est un truc qui normalement ne doit pas forcément rester très longtemps sur le champ de bataille. Donc j'avais dit 2 d'attaque, 2 de riposte et 4 de vie, à peu près. C'est comme ça que je le voyais. Et puis voilà, donc je pense qu'après, vous avez un peu tout dit aussi, et on a pas mal fait le tour de la carte. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus?
J'ai hâte de la voir en vrai, moi. En foil. Super, on a tout vu. Enfin, j'espère qu'on vous a donné un aperçu qui vous sera utile de ces starters. Merci Chris pour ton analyse, ça m'a évité de dire des bêtises. Au moins, tu étais là pour corriger un petit peu ce que Ouais. j'allais dire. Rien que pour ça, c'était agréable de Avec grand t'avoir. plaisir, c'était super chouette de pouvoir partager mon avis sur ces spoils des nouveaux starters. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos avis concernant les différents starters sur le Discord. Et Madus, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, pour le mot de la fin, je vais me contenter d'un vive Ygraine, vive Tyrasline, et puis à très bientôt. Ciao. Merci.